L'Inde du Sud a toujours revendiqué sa propre histoire. Berceau de la culture dravidienne, elle possède un riche et long passé de dynasties et d'empires rivaux, où s'entremêlent les influences des marchands et des conquérants venus de la mer. L'art et les traditions sont extrêmement vivants, les paysages extraordinaires. Les temples et les palais ne laisseront personne indifférent. Et si vous cherchez les nourritures spirituelles, l'Inde du Sud devrait vous permettre d'atteindre l'état contemplatif pour le restant de vos jours. Débordante de vitalité, enthousiasmante, surprenante, l'Inde confronte le voyageur à une gamme d'expériences fabuleuses. Au Kerala, l'Inde adopte un rythme plus paisible, prend le temps de respirer et de bavarder avec les étrangers. Le Kerala est renommé pour son indéfectible hospitalité. Cette terre d'abondance attire depuis longtemps les marchands et les aventuriers. Cochin se compose d'une multitude d'îles et de péninsules. Le bateau est le moyen le plus adapté pour naviguer d'un quartier à l'autre. Fort Cochin est le cœur historique de la ville, la partie la plus séduisante. C'est un endroit charmant pour passer quelques jours, découvrir l'histoire de la région, visiter les galeries d'art, apprécier le temps qui passe, l'hospitalité des gens. Ce monde est résolument tourné vers la mer. Les filets ou carrelets chinois sont la grande attraction de Fort Cochin, un quartier de la grande ville de Cochin à l'embouchure des backwaters. Ils furent importés par les marchands chinois entre 1350 et 1450. Une trentaine de carrelets de pêche sont alignés le long de la promenade de River. Ces ombrelles aux baleines de bois sont accrochées à des mâts d'une trentaine de mètres de hauteur et sont abaissés à marée montante. Utilisés à marée haute, ils requièrent au moins 4 hommes pour manœuvrer les contrepoids. Malheureusement, les techniques modernes de pêche les rendent de moins en moins rentables. À marée basse, les petits pêcheurs prennent le relais. Leur technique de jet de filet lesté requiert beaucoup d'adresse et de patience, pour un résultat souvent maigre. Les poissons se font de plus en plus rares et petits, et ne permettent plus aux pêcheurs professionnels d'en vivre. Cochin vit au rythme des marées. Le poisson est vendu à même le quai, mais la plupart des prises proviennent des gros chalutiers qui écument les eaux de la côte. La ville a conservé le charme de son passé colonial. Maison portugaise vieille de 5 siècles, vestige décrépit du Raj britannique. L'ensemble produit un mélange insolite de Portugal médiéval, de Hollande et de campagne anglaise, transplantée sur la côte tropicale de Malabar. Empreinte toujours vivante de la présence anglaise, on joue ici au cricket à l'ombre des arbres centenaires. Édifiée en 1503 par les moines franciscains portugais, l'église Saint-François serait la première église construite en Inde par des Européens. L'imposante basilique Santa Cruz fut édifiée en 1506. Le bâtiment actuel, beaucoup plus récent, date de 1902. La majorité des Indiens du Sud sont hindous, mais les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité du brassage des cultures qui s'est produit au fil des siècles. On pense qu'il reste moins de 8000 juifs en Inde, dont la plupart vivent dans le sud. Les premiers juifs arrivèrent du Moyen-Orient dès le 1er siècle et s'établirent principalement à Cochin, où l'on trouve encore des synagogues et des maisons de commerce.
le quartier du fort abrite une très belle synagogue, détruite par les Portugais en 1662, puis rebâtie 2 ans plus tard quand les Hollandais prirent la cité. Elle se situe au centre de Jewtown, la ville juive. Un quartier portuaire animé qui est également le centre du commerce des épices. Le quartier musulman est également une partie très ancienne de la ville. On passe d'un monde à l'autre en changeant de quartier. Les conflits entre communautés religieuses sont responsables de nombreux épisodes sanglants de l'histoire de l'Inde. Mais les tensions entre hindous et musulmans sont nettement moins flagrantes dans le sud du pays, où les communautés se respectent et se côtoient sans histoire. Le commerce des épices a fait jadis la richesse de la ville et de ses marchands venus du monde entier. C'est toujours une activité importante. Une multitude de petites échoppes dans des bâtiments délabrés laissent échapper des effluves de gingembre, de cardamone, de cumin, de safran et de clous de girofle. Au fond des cours, les odeurs se mélangent dans le mouvement incessant des porteurs qui sortent lourdement chargés des entrepôts des grossistes. Les épices font partie intégrante de tous les plats du sud de l'Inde et celles du sous-continent figurent parmi les meilleures du monde. Les piments sont également très prisés. Il en existe de nombreuses variétés et ce ne sont pas les plus grands qui sont forcément les plus redoutables. Le commerce des épices fut l'un des premiers grands marchés mondiaux. Il attira beaucoup d'étrangers venus organiser ce commerce. Leur présence explique la variété des cultes que l'on retrouve encore aujourd'hui. Dans la journée, les Indiens boivent beaucoup de thé, et en particulier le chai, un thé au lait et sucré que les marchands ambulants préparent tout au long de la journée. Au pays des épices, la cardamone et la cannelle donnent au chai son goût caractéristique. À la tombée de la nuit, les chandeliers ont été allumés devant un kalari. À la fois gymnase, école et temple, la construction de ce bâtiment suit des règles traditionnelles. De forme rectangulaire, le kalari est toujours orienté est-ouest. Les divinités hindoues sont représentées à chaque angle. Les maîtres du Kalaripayat enseignent leur art dans cette arène sacrée. Il s'agit d'une discipline d'entraînement martial. Certains y voient la forme la plus ancienne d'art martial. L'origine remonte au XIIe siècle, quand les différentes principautés de la région s'affrontèrent régulièrement. C'est une tradition codifiée. Si on le pratique sur ce type de sol, on ne peut pas attraper de maladie de peau. Ce type de terre est différent de tout ce qui existe. C'est vraiment différent. On ne se fait pas mal. Cette terre possède en outre des vertus thérapeutiques. Le Kalaripayat utilise de nombreuses armes anciennes, au cours de chorégraphies parfaitement réglées et codifiées. Il s'agit autant d'art que de techniques de combat. Cochin s'anime au rythme des ferrys qui demeurent le moyen de transport le plus pratique pour se rendre d'un endroit à l'autre en évitant les embouteillages. On peut atteindre les principaux quartiers et les presqu'îles entourant la ville. Sur ces bateaux sans âge, les capitaines doivent naviguer au milieu des cargos géants qui entrent et sortent du port. Émotion garantie.
Sur les îles autour de Cochin, sur Waipin Island, la vie s'écoule à un autre rythme. La ville trépidante, le vacarme, la foule semble bien loin. De petits villages de pêcheurs parsèment les pourtours de l'île. On retrouve les mêmes techniques de pêche ancestrale. Quand la marée est trop basse et le poisson pas assez abondant, les carlets chinois restent au repos. Les pêcheurs n'hésitent pas à lancer leurs filets. Sur la côte, les plages paradisiaques accueillent les amoureux du soleil. Cela peut surprendre les visiteurs étrangers, mais les Indiens ne se baignent pas pour le plaisir. Ils viennent en famille au bord de l'eau et s'immergent tout habillés. Mais cette baignade revêt un sens sacré. Tout comme la religion, la famille est au centre de la société indienne. L'idée d'être toujours célibataire entre 25 et 30 ans est inconcevable. La famille reste la pierre angulaire des sociétés rurales et urbaines. Venise miniature au cœur du Kerala, Alipi comporte des rues ombragées autour d'un réseau de canaux qui se jettent dans les grands cours d'eau de la région. Cette agréable ville commerçante présente de beaux exemples d'architecture kéralaise et permet de revisiter le passé colonial de la région. Les anciennes maisons abritent toujours de nombreux artisans. Alipi reste surtout le point de départ pour sillonner les backwaters sur des houseboats. Ces anciennes embarcations qui servaient autrefois à transporter du riz permettent d'explorer ce monde fabuleux. On ne peut visiter le Kerala sans consacrer du temps à naviguer sur ces backwaters qui constituent un vaste réseau de lagunes, de lacs, de rivières et de canaux qui s'enfoncent loin dans les terres. Joyaux de l'Inde du Sud, les backwaters serpentent à travers l'État. Ce réseau de rivières, de canaux et de lagons alimente une succession quasi infinie de rizières et de cocoteraies. On croise parfois des colonies de canards qui sont élevés par les habitants des backwaters. Naviguer sur un houseboat est devenu un moyen incontournable pour partir à la découverte de l'intérieur des côtes du Kerala. Le spectacle est permanent, glissant lentement au fil de paisibles canaux bordés de cocotiers. Que ce soit les rencontres avec les villageois ou dormir sur l'eau à 1000 lieues du tumulte de l'Inde, cela reste une belle expérience. Les villageois vivent sur d'étroites bandes de terre gagnées sur les eaux. Ils parviennent à élever des vaches, des poulets, des porcs, des canards et à cultiver de minuscules jardins potagers. On traverse des lacs peu profonds, bordés de palmiers, ponctués de carrelets de pêche chinois. Le long des canaux, on assiste au chargement du copra, des fibres de noix de coco et des noix de cajou. Le trafic incessant des bateaux traduit l'intense activité de ce monde les pieds dans l'eau. Le coir que l'on obtient en tissant la fibre de coco est une activité beaucoup pratiquée, longue et fastidieuse. Mais cet artisanat permet aux familles d'avoir une petite source de revenus. Si pour le visiteur l'ambiance est à la détente, les backwaters sont pour les habitants un lieu de vie et de dur labeur. À la fin des grandes récoltes de riz, un prêtre fait le tour des habitations pour bénir les récoltes et remercier les divinités. Les religions animistes se sont mélangées à l'hindouisme. Les villageois ont souvent leur propre foi.
Elle s'exprime à travers le culte de divinités réputées plus proches des fidèles et préoccupées par le bonheur et la prospérité immédiate de la communauté. Le prêtre poursuit sa bénédiction au pas de charge d'une famille à l'autre. Aucune habitation de la presqu'île ne sera oubliée. Les tambours du Kerala sont une tradition de la région. On retrouve ces formations à l'occasion des grandes manifestations, comme ici devant un temple dans les faubourgs de Kollam. Ces performances rythmiques nécessitent une grande résistance physique et généralement tout le monde termine sa prestation complètement vidé. Plus au sud, Varkala demeure un endroit merveilleux avec sa bande de sable doré, ses falaises spectaculaires et sa vue sur le soleil couchant. Chaque année, le temple de Velayani Devi organise une fête spectaculaire, la Kolyakot d'Ikubali, avec notamment la procession de 50 éléphants en grand apparat. L'éléphant en Inde est un animal particulièrement respecté. Certains remplissent des fonctions sacrées à l'intérieur des temples. Le jovial Ganesh à tête d'éléphant est le dieu du savoir et de l'intelligence. Il supprime les obstacles et c'est le patron des scribes. L'Inde est l'un des rares pays où les structures sociales et religieuses perdurent depuis plusieurs milliers d'années. Si vous vous intéressez aux édifices religieux, vous en découvrirez d'innombrables. Avant d'aller prier, les fidèles vont se purifier dans un bassin qui est en contrebas du temple. Varkala est une ville-temple, dominée par le temple de Janardana. Interdit aux non-hindous, il se dresse dans toute sa splendeur multicolore. Une plage se trouve à proximité du temple et permet d'effectuer les cérémonies 16 jours après la mort. Il s'agit d'un rituel où l'on se présente avec les cendres d'un défunt 16 jours après sa mort. Une fois le rituel accompli, ses proches peuvent jeter ses cendres à l'eau qui seront ensuite emportées par la marée. Sivagirimut est l'ashram consacré à Sri Narayana, qui fut le gourou le plus vénéré du Kerala. L'ashram est un lieu de pèlerinage fréquenté. Il héberge ceux qui souhaitent étudier la méditation et la philosophie. L'ashram accueille souvent des mariages. La cérémonie se résume à une prière simple devant le temple. Un prêtre recueille le consentement mutuel et procède à l'échange d'alliances. La cérémonie religieuse ne dure généralement pas plus d'une dizaine de minutes.
Trivandrum, la capitale du Kerala, est bâtie sur 7 collines basses. À quelques mètres de l'artère principale, polluée par une circulation démentielle, on découvre une cité paisible qui conserve le charme traditionnel du Kerala. Vieux de 260 ans, le temple Sri Padmanabha Swami est le cœur spirituel de la ville et l'ancien gardien de la cité. Son entrée principale est une tour-porte de 7 étages. Au sud de la ville, à Manaltiram, une importante communauté de pêcheurs vit le long de la plage. Au lever du jour, ils vont par groupe étaler à l'aide d'une grande barque un immense filet qu'ils vont ensuite ramener vers la plage à la force des bras. Aujourd'hui, par chance, la mer est calme. Mais en période de mousson, les vagues dépassent facilement 2 mètres. Des embarcations se retournent alors facilement. Le filet est mouillé à quelques encablures de la plage. Commence alors un long et harassant travail de remontée. Les plus jeunes vont dans les vagues pour dégager les cordes du sable et aider à la manœuvre. Pour se donner du courage et oublier la chaleur et la dureté de la tâche, les pêcheurs mâchent des noix de beetle qui leur rougissent les dents. Cette technique de pêche difficile ne produit pas toujours un résultat spectaculaire. En avril, nous sommes loin de la pêche miraculeuse. Il faudra attendre la fin juin et le début de la mousson pour retrouver des eaux plus poissonneuses et remplir les filets. À peine la pêche sortie des filets, ce sont au tour des femmes de rentrer en action. Ce sont elles qui organisent et gèrent les ventes. Puis elles préparent le poisson qui, en cette saison, terminera en friture. Les filets sont ensuite à nouveau chargés sur les bateaux. Ils répéteront 3 à 4 fois la manœuvre dans la matinée. Le Kerala est la terre natale de la médecine ayurvédique. Selon l'Ayurveda, le monde possède un ordre et un équilibre intrinsèque. Nous possédons 3 doshas, Vata, l'air, Pitta, le feu, Kapha, l'eau. La maladie est la conséquence d'un déséquilibre entre eux. Le traitement ayurvédique vise à rétablir l'équilibre et par conséquent la santé, principalement par le biais de 2 méthodes. Le panchakarma, la purification intérieure, et le massage. Un massage ayurvédique occasionnel procure une certaine détente. Toutefois, seul un traitement plus long de 15 jours au minimum permet d'obtenir des résultats bénéfiques. Le tout supervisé par des médecins ayurvédiques. Nous avons notre propre pharmacie. Nous cultivons nous-mêmes nos plantes, pas de produits chimiques. Nous ne rajoutons aucun produit chimique. Tout est à base de plantes, sans effet secondaire. Science ancienne, des herbes médicinales et des soins holistiques, l'Ayurveda utilise les traitements à base de plantes. On peut apprendre les techniques de la médecine ayurvédique et recevoir des soins dans des cliniques, des complexes hôteliers et des écoles. À quelques kilomètres du centre ayurvédique, on trouve un laboratoire de fabrication des substances médicinales réalisées à partir de plantes.
Les principes de la médecine ayurvédique étaient sans doute connus depuis des siècles lorsqu'ils ont été décrits pour la première fois dans les Védas il y a 2000 ans. La connaissance des plantes et de la pharmacopée est aussi très ancienne. Par cuisson, distillation ou macération, on extrait les huiles, les pommades et les onguents. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la côte, on rejoint la chaîne montagneuse des Ghats occidentaux qui traverse une partie du pays sur 140 km. Les paysages montagneux, les pics escarpés, les plantations de thé soigneusement entretenues et un air vivifiant font de Munnar une villégiature plaisante après la chaleur moite des plaines. Certaines des plantations de thé sont les plus élevées au monde. La ville de Munnar en elle-même est bruyante et négligée. Dès que l'on prend de la hauteur, on retrouve ces paysages envoûtants. La principale raison de venir à Munnar est l'exploration des verdoyantes collines. Les ouvriers travaillent dans les plantations quasiment tous les jours. Les plus importantes appartiennent à l'État. En fonction de la qualité du thé, on récolte mécaniquement ou à la main. Là encore, en fonction des crus, on ne choisira que l'extrémité des pouces en élevant les feuilles les plus jeunes pour obtenir des thés également plus jeunes. Malgré l'altitude, la chaleur monte vite et la cueillette devient vite éprouvante. Si la culture du thé constitue une importante ressource des Ghats, 60% des plantes médicinales proviennent de cette région. Les Ghats forment une véritable oasis de biodiversité. Originaire du Kerala, le Kathakali est l'une des plus célèbres formes du théâtre dansé classique du sud de l'Inde. La longue préparation des comédiens obéit à des règles strictes. Maquillage, costumes fantastiques, coiffure et méditation transforment les acteurs, physiquement et mentalement, en dieux, héros et démons qu'ils vont interpréter. Des percussions et des chants accompagnent les acteurs, qui content l'histoire à l'aide de gestes précis des mains et des expressions faciales. Ce théâtre s'inspire généralement des grandes épopées hindoues du Ramayana, du Mahabharata et des Puranas. Les thèmes sont classiques, vices et vertus, fragilité et courage, pauvreté et prospérité, guerre et paix. Plus au sud, dans les Ghats occidentaux, la réserve de Periyar s'étend sur 777 km² et comprend un lac artificiel. Créée par les Britanniques en 1895, elle abrite des bisons, des sambars, des sangliers, des langours, plus de 1000 éléphants et une cinquantaine de tigres. À Koumili, la principale ville de la région, l'altitude permet de cultiver un café recherché. Toutes sortes d'épices sont cultivées ici, et en particulier la cardamone. Il existe de très beaux jardins d'épices à quelques kilomètres de Koumili, comme l'Abraham Spice Garden, où la passion se transmet au sein de la même famille depuis plus de 50 ans.
Pour que la cardamone puisse pousser, il faut avant tout être à plus de 1000 mètres d'altitude. Ici, c'est la colline des cardamones. Et elle ne pousse que dans ces conditions. C'est une cardamone particulière, ainsi que les autres épices. Ce jardin met tous vos sens en éveil. On y trouve des piments rares, des variétés de fruits oubliés, de la vanille, des cafetiers. On peut découvrir dans ce cadre superbe toutes les richesses naturelles qui poussent dans la région. Notre route se poursuit. Le long des rivières, les habitants des villages vaquent à leurs occupations habituelles. Le poisson est un mets apprécié dans cette région de montagne. Ici, on le fait sécher et boucaner, à réserver aux amateurs. De l'autre côté de la chaîne des Ghats, Madurai est l'une des plus anciennes villes d'Inde du Sud. Lieu d'enseignement et de pèlerinage, Madurai était déjà célèbre au IVe siècle avant Jésus-Christ pour le commerce des épices. La cité abritait le Sangam, l'académie des poètes tamouls, dont les œuvres célèbrent la beauté de Madurai. Au cœur de la vieille ville, le temple Sri Meenakshi offre un spécimen particulièrement exubérant d'architecture dravidienne avec ses gopurams recouverts d'une profusion de divinités colorées, d'animaux et de personnages sacrés. En ébullition de l'aube au crépuscule, il draine en permanence des foules considérables. 10 000 pèlerins et visiteurs y pénètrent chaque jour. Les soubassements du temple abritent des échoppes de tailleurs qui travaillent sans relâche. Ce vieux berceau du textile fut aussi l'endroit où le Mahatma Gandhi décida en 1921 de ne plus porter que le khadi, une étoffe tissée à la main. À 1,5 km au sud du temple Sri Meenakshi, le palais indo-musulman de Titumalai Nayak fut édifié en 1636 par le souverain dont il porte le nom. Aujourd'hui, il n'en subsiste que le portail, le hall principal et la salle de danse. La cour rectangulaire appelée pavillon céleste témoigne de la splendeur passée de cet édifice séculaire, considéré comme l'un des plus beaux d'Inde du Sud. Ce vaste bassin, à 5 km de la vieille ville, couvre la superficie presque équivalente à celle du temple. De retour vers le temple, on peut aller faire un petit détour par le marché aux légumes de Madurai et se perdre dans le labyrinthe de ruelles animées. On se laisse guider par les effluves des plantes aromatiques et des légumes. Il faut surtout prendre son temps et observer cette vie exubérante, les expressions des visages qui transforment ce marché en un indescriptible théâtre de rue. Quittant la ville pour le sud, nous découvrons le palais de Padmanabhapuram. Avec ses plafonds sculptés et ses poutres de teck polies, il est l'un des plus beaux exemples de l'architecture kéralaise traditionnelle. Construit en teck et en granit, il renferme des plafonds en bois de rose sculptés de motifs floraux, des paravents d'inspiration chinoise et des parquets lustrés jusqu'à prendre une teinte noire brillante. Certains bâtiments datent de 1550 et les ajouts des souverains successifs en ont fait un magnifique ensemble de 14 palais. Il s'agit du plus grand complexe palatial en bois d'Asie. Il fut autrefois la résidence des souverains de Travancore, une principauté qui englobait une partie du Kerala. Le palais abrite des statues anciennes, dont certaines représentations de Krishna datent du VIe siècle.
En poursuivant notre route vers la pointe sud de l'Inde, le bassin du temple de Sudjindram forme une charmante petite communauté avec des petites maisons. Autrefois, les bassins étaient traversés par des sources ou des cours d'eau. Aujourd'hui, dans la plupart des villes, le renouvellement de l'eau est beaucoup plus aléatoire. Est à nouveau le résultat d'un travail fastidieux de décoration et de symboles. C'est le centre de la ville et il sert souvent de tribune aux hommes politiques qui tentent de capter l'attention des passants. Kanyakumari marque l'extrême pointe du sous-continent, là où se mêlent les eaux du golfe du Bengale, de l'océan Indien et de la mer d'Oman. Pour les hindous, la ville est un lieu sacré. Les pèlerins viennent visiter le temple et se baigner dans les eaux sacrées. Regarder le soleil se lever est ici une tradition religieuse. Les terrasses et les toits des maisons, ainsi que l'extrémité de la digue, sont régulièrement pris d'assaut. Dominant la pointe, le temple de Kumari Amman voit affluer les pèlerins. Selon la légende, la déesse Devikanya vainquit seule les démons et rendit au monde sa liberté. Les hommes doivent ici ôter leur chemise en signe de respect pour la déesse. Sur la plage, les fidèles viennent effectuer leur bain rituel. Le mémorial de Vivekananda se dresse sur un îlot rocheux à 400 mètres de la côte. Il a été élevé en mémoire d'un sage venu méditer ici en 1892 avant de devenir l'un des plus grands missionnaires du pays. Sur un autre îlot juste en face se trouve la statue du poète tamoul Tiruvalluvar, haute d'une 40aine de mètres. Une fois le cap passé, c'est la remontée de la côte vers l'est et nous arrivons sur une autre petite péninsule qui mène à Rameshvaram. Rameshvaram s'étend sur une île du golfe de Mannar. La ville était autrefois un port majeur pour les ferries entre l'Inde et le Sri Lanka. Le décor est ici plus tropical, avec ses villages de pêcheurs à l'atmosphère paisible qui se déploient sur les rivages d'une mer bleue turquoise. Rameshvaram est un important centre de pèlerinage shivaïte et vishnouite. C'est ici, selon la tradition, que le dieu Rama rendit grâce à Shiva. Au cœur de la ville se dresse le temple de Ramanatha Swami, un des plus importants du pays. Sa construction commença au XIIe siècle. Parmi les ajouts postérieurs figure le Gopuram, haut de 53 mètres. Toute l'Inde se croise ici, des citadins sophistiqués aux villageois du Rajasthan en tenue bigarrée. Ce superbe temple de style dravidien est renommé pour ses 4 splendides corridors bordés par des colonnes finement sculptées. Les fidèles évoluent le long de longs couloirs au milieu de la statuaire des dieux du panthéon hindouiste. Les pèlerins sont aspergés d'eau sacrée dont la fraîcheur est particulièrement bienvenue. Les fidèles attribuent des vertus particulières aux 22 bassins présents dans les temples. Les pèlerins se baignent et boivent de l'eau puisée par des brahmanes.
Le nombre de bassins correspond au nombre de flèches dans le carquois dont Rama se servit pour faire venir de l'eau sur l'île. Quelles que soient leurs conditions, du riche banquier de Delhi aux paysans des Ghats, tout le monde se retrouve à la même enseigne avec simplicité. Nous poursuivons notre route vers l'est en direction du Tamil Nadu, terre des Tamouls et cœur de l'Inde du Sud. Nous sommes ici dans le berceau de la culture dravidienne. Les paysans de cette région ont pour habitude d'étendre leurs récoltes sur la route pour profiter du passage des camions pour battre leurs grains. Un peu plus au nord, la région de Chettinad, dont la capitale est Karaikoudi, abrite des palais somptueux, encore habités par de riches familles. Chettinad est le pays de Nathukotai Chettiar, une communauté prospère de banquiers et d'entrepreneurs. Une grande partie de ces familles vivent aujourd'hui aux États-Unis, à Singapour ou en Malaisie. Leurs riches demeures, dont la plupart ont été construites au XVIIIe siècle, témoignent d'un extrême raffinement. Chettinad est également connu pour sa cuisine délicate. Pour le petit déjeuner, on confectionne de délicieuses préparations à base de farine de riz. La recette est simple. Il faut 3 doses de riz et une dose de poudre de lentilles. Il faut d'abord bien mélanger la crème de riz avec les lentilles. C'est la présence des lentilles qui donne la consistance crémeuse de l'ensemble. Le riz que l'on utilise est lui aussi très tendre. Il faut laisser reposer au moins la préparation pendant 6 heures et ensuite on la fait cuire à la vapeur. Le riz est sans conteste la céréale reine en Inde du Sud. Servi à presque tous les repas. Le sol reste ici humide même en dehors des périodes de mousson. Les jeunes pousses doivent être plantées à la main. Ce travail long et fastidieux est la plupart du temps effectué par les femmes. L'Inde est le second producteur et consommateur de riz au monde. La majorité de la production est cultivée ici dans le sud. Nous poursuivons notre découverte du Tamil Nadu par une étape à Thanjavur. Cette ville agréable est célèbre pour son somptueux temple de Brihadishvara, inscrit au patrimoine mondial. C'est le joyau de l'architecture sacrée Chola. Bâti sur un vaste terrain, le temple comprend plusieurs salles et sanctuaires à colonnades. Contrairement à la plupart des temples d'Inde du Sud, où les gopurams forment les structures les plus élevées, ici une tour de 13 étages, haute de 66 mètres, surplombe le sanctuaire. Son toit doré est d'origine. Elle renferme un lingam de 4 mètres de hauteur et de 7 mètres de circonférence. Au monument immanquable, le palais royal est un véritable labyrinthe avec ses larges couloirs, ses vastes salles, ses tours de guet et ses cours ombragées. Il fut construit partiellement par les Nayaks de Madurai vers 1550. Les coursives abritent aujourd'hui un musée de plein air. Les plafonds en bois sculpté sont absolument extraordinaires. Nous poursuivons un peu plus vers l'est. Notre route est ponctuée d'étapes où nous découvrons de nouveaux temples, merveilles de l'art religieux hindou, comme le Genji Kondai, qui surgit au milieu de la plaine majestueux. Mais le plus connu est l'immense temple de Nataraja qui se trouve à Chidambaram. Il constitue l'un des fleurons de l'architecture dravidienne et l'un des plus grands lieux sacrés d'Inde du Sud consacrés à Shiva. Le temple comporte 4 grands gopurams ornés de statues finement sculptées de divinités hindoues. De nombreuses dynasties ont protégé ce temple, réputé pour ses superbes spécimens d'art Chola.
Dans les bassins, les pèlerins effectuent leurs ablutions rituelles. Mais à la fin de la journée, ils sont aussi des lieux de convivialité où les habitants de la ville se retrouvent. Le Gopuram, une porte surmontée d'une haute pyramide, caractérise les temples dravidiens. Le choix de l'emplacement, la conception et l'édification d'un temple obéissent à des lois complexes qui empruntent à la numérologie, à l'astrologie, à l'astronomie et aux règles religieuses. Le temple est une reproduction du cosmos. Nous touchons finalement Pondichéry. Cette ville n'a pas d'équivalent en Inde du Sud. Elle conserve encore une certaine atmosphère de l'époque de la Compagnie française des Indes, contrastant avec un environnement et un mode de vie typiquement indien. Sur les plages, on retrouve, comme dans de nombreuses villes de la côte, les mêmes rassemblements de familles. Mais au fur et à mesure que l'on se rapproche du centre-ville, l'atmosphère change. Des noms français apparaissent sur les devantures des magasins. L'histoire de la présence française remonte à janvier 1673. À cette époque, un militaire français acheta au sultan de Bjarpur, pour le compte de la Compagnie française des Indes, un village du nom de Pudducherry. Ainsi débuta l'épopée de la France des Indes. À partir de 1726, la ville devint le siège des établissements français de l'Inde. S'ensuit une période de prospérité où la Compagnie des Indes françaises égalait sa concurrente britannique. La France a restitué Pondichéry à l'Inde, mais sa présence imprègne encore fortement la ville. La lumière de la fin de journée illumine la façade de Notre-Dame-des-Anges, qui date de 1858. Fondé en 1926 par un gourou Sri Aurobindo et une Française appelée la Mère, cet ashram dispense un enseignement spirituel qui se veut une synthèse du yoga et de la science moderne. Dans le quartier indien, devant un temple, on assiste à une scène étrange. Un éléphant sacré bénit les passants d'un coup de trompe. De nombreux temples possèdent leur pachyderme. Il prend une part active au rituel ou patiente à l'entrée flanqué de son dresseur, attrapant les offrandes ou des pièces avec sa trompe. À la périphérie de la ville, les vieilles maisons coloniales françaises tombent à l'abandon. Certaines seront restaurées puis transformées en hôtels. À quelques kilomètres à peine du centre de Pondichéry, on retrouve les scènes traditionnelles de la vie rurale. Ici, un paysan laboure avec une simple arère et un buffle. Les hommes et les bêtes partagent ici la rudesse du travail sous une chaleur accablante. Derrière, dans la palmeraie, Kalou se prépare à une journée particulièrement physique devant lui. Il affûte sa serpe avant de partir récolter du jus de palme. Sa femme lui prépare un chai avant qu'il ne s'élance à l'assaut des cocotiers. Kalou pratique un métier dangereux, sans aucune sécurité, à plus de 10 mètres de haut. Mais la hauteur ne semble en rien perturber ce funambule qui tient à la fois du singe et de l'oiseau. Kalou peut ainsi, suivant le travail effectué, traiter de 80 à 100 arbres dans la même journée. Kalou passe ainsi d'une cime à l'autre à faire des va-et-vient pour récolter le toddy, le jus de palme au sommet des arbres. Une partie est transformée en alcool, mais la plus grande partie rentre dans la fabrication de produits cosmétiques.
Après plusieurs heures passées à la cime des cocotiers, Kalou descend sur terre parmi les siens, visiblement soulagé. Il rapporte aussi quelques noix de coco, dont l'eau rafraîchissante est toujours bienvenue. Juste à la limite de Pondichéry, Auroville, inaugurée en 1968, est une cité qui avait pour vocation d'être un lieu de vie communautaire international, où tout le monde pourrait vivre en paix. Le Matrimandir à la structure sphérique constitue le centre spirituel et physique d'Auroville. Après ce petit détour pour visiter les vestiges d'une utopie, nous atteignons Mahabalipuram, ultime étape de notre voyage. La ville recèle d'incroyables temples réputés pour leurs sculptures sur pierre. L'un d'entre eux est dédié à Indra. Sa monture, un éléphant délicatement sculpté, est placée en dehors du temple. Cette œuvre grandeur nature est considérée comme l'une des plus belles sculptures d'éléphants de tout le pays. En forme de char baptisé les 5 ratas, ces temples sont uniques. Dégagés du sable par les Britanniques il y a 2 siècles, ils doivent leur nom aux héros du Mahabharata. La plupart de ces temples et sculptures rupestres datent du 7e et 8e siècle. Dressé majestueusement face au golfe du Bengale, le temple du rivage, érodé par les vents et la mer, conserve un charme nostalgique. Un dernier regard vers le large avant de rejoindre la foule rassemblée sur la plage. Derrière nous, une civilisation millénaire et devant la pureté des éléments. Instantané de notre voyage, des images, des visages, des couleurs défilent dans notre esprit. Nous nous laissons envahir par ce mystère pour toucher l'âme de l'Inde du Sud.